quand on définit l'entrepreneuriat, on fait référence à une ou des personnes qui vont poursuivre une opportunité et qui vont chercher à créer de la valeur. Et quand on prend deux mots-clés importants dans cette définition, à savoir l'opportunité et la valeur, on voit déjà qu'il y a une diversité possible. Diversité des opportunités, pour faire simple, il y a, et on l'a vu à travers les exemples qui étaient présentés, des opportunités plutôt tournées vers l'innovation, vers du développement technologique. On a des opportunités, j'ai parlé tout à l'heure en introduction d'Alter Incube, mais des opportunités aussi tournées vers le bien-être social. Mais aussi, et ça c'est aussi intéressant et ça renvoie aux tendances actuelles, des opportunités tournées vers la passion, vers sa trajectoire de vie, vers ses centres d'intérêt. Et donc on voit émerger là aussi de nouvelles formes d'entrepreneurs. Et on pourrait aller plus loin, et notamment en regardant la notion même de valeur. Créer et développer une entreprise, pour quelle valeur? Alors souvent on pense à une valeur économique, mais il y a bien évidemment une valeur sociale, et une valeur existentielle. Dans les années 90, on s'est intéressé à la satisfaction de l'entrepreneur en se rendant compte finalement qu'il y avait une diversité dans la façon de percevoir même la performance. Et que finalement, et c'est intéressant notamment par rapport à la question de l'échec, c'est quoi un échec? Selon le niveau de vos attentes, vous allez avoir une appréhension totalement différente. Et on s'est rendu compte que certains, certes, avaient des attentes notamment par rapport à la performance économique qui étaient relativement faibles, et donc on pouvait juger leur projet comme pas loin de l'échec, et en tout cas ne pas correspondre à la réussite telle qu'on l'entend à travers les exemples de Steve Jobs, de Richard Branson, mais des personnes qui étaient heureuses parce qu'elles étaient parvenues à faire coïncider leur projet d'entreprise avec leur projet de vie, et notamment avec l'évolution de notre société. J'ai parlé en propos introductif d'hypermodernité, et l'hypermodernité, c'est la solution, la situation de notre société aujourd'hui, qui est une société entrepreneuriale, avec une hyper-individualité, une hyper-consommation. Et cette hyper-modernité, elle est faite de contradictions, bien évidemment, avec à la fois du narcissisme, et donc bien évidemment en matière d'entrepreneuriat, le narcissisme est aussi un moteur, mais un narcissisme qui est mature, un narcissisme qui est responsable. Donc ça veut dire qu'on a des personnalités qui vont à la fois essayer de se valoriser, se faire plaisir dans l'action entrepreneuriale, mais en essayant quand même de voir quel est l'impact sur la société, mais aussi l'impact par rapport à leurs proches. Donc il y a ce premier facteur qui, à mon sens, est un facteur sociétal. Le deuxième facteur qui fait que finalement on peut s'épanouir dans ce type d'activité, c'est aussi la digitalisation qui permet bien évidemment de pouvoir réaliser son projet entrepreneurial là où on le souhaite. Et j'aime bien rappeler qu'il y a 40 ans, quand Marchenet travaillait sur la PME, les autres collègues de gestion, les professeurs de marketing, les professeurs de finance, les professeurs de GRH, considéraient que la PME c'est un sujet exotique. Ça représente quand même 99,84% des entreprises en France. Les hommes et les femmes chez l'entreprise vous diront « je n'ai pas le temps d'être malade ». J'en ai même certains qui disent « je ne tombe malade que quand je suis en vacances ». Je l'ai souvent entendu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui sont dans un tel investissement, qui tirent tellement, je dirais, sur leur propre énergie, que le jour où ils relâchent, le corps reprend ses droits. La santé des dirigeants commence par un déni. On n'en parle jamais. C'est le suicide patronal. Voilà. Quand vous avez un salarié du technocentre de Guyancourt ou de France Télécom qui se suicide, ça fait la une de tous les médias. Quand vous avez un artisan, un commerçant, des professions libérales, parce que pour mon expert comptable, c'est un chef d'entreprise, il paye l'URSSAF, il cotise au RSI. Tout ce monde-là, agriculteurs compris, quand il y en a un qui se suicide, ce n'est plus un fait de société, c'est un fait divers. Vous remarquerez comme moi que la souffrance, c'est toujours le dominé, c'est-à-dire le salarié, c'est-à-dire celui qui est en lien de subordination, mais le patron, l'entrepreneur, c'est le dominant, donc il ne peut pas souffrir. Et donc toute la littérature sur la santé au travail qui s'est intéressée à la souffrance est complètement sourde à ce que j'ai appelé la souffrance patronale. On est dans du surprésentéisme. Le surprésentéisme, c'est le phénomène par lequel une personne qui est malade va quand même bosser. Et on s'est rendu compte que chez l'entreprise, même malades, ils allaient travailler. Alors, je ne dis pas que c'est bien,
Mais on voit bien qu'ils sont tellement mus par cette idéologie du leadership qu'ils sont muets par rapport à leur souffrance. Et donc, un dialogue entre des sourds et des muets, eh bien, ça a produit ce que j'appelais une zone aveugle. C'est-à-dire une absence totale de considération. Alors, les résultats, je vous les donne vite. Premier résultat, entreprendre, c'est bon pour la santé. Quand on est salarié, on a une visite tous les 2-3 ans. Mais quand on est à son compte, je pense qu'il y a peut-être des chefs d'entreprise ici, il n'y a pas de service de santé au travail. Donc, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de statistiques. Et donc, il n'y a pas de théorie. Et donc, du coup, on montre, premier point, que globalement, les entrepreneurs sont en meilleure santé que les cadres et les cadres supérieurs. Par contre, on s'est intéressé également aux variances, pas qu'aux moyennes, les variances. Et vous savez, ici, il y a pas mal de chercheurs. La variance, c'est la mesure de la volatilité, c'est la mesure du risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les entrepreneurs, ils ont des hauts très hauts, et ils ont des bas très bas. Et toute la question que nous posons aujourd'hui avec l'observatoire que j'ai créé, c'est quels sont les filets de sécurité que notre société doit inventer pour éviter que certaines ne craquent. Parce que oui, il y a du suicide patronal. Oui, il y a même du burn-out patronal. Il y a des risques d'épuisement professionnel. 15,6% des dirigeants de PME sont en risque d'épuisement professionnel. Je n'ai pas dit un épuisement professionnel, attention, le mot est très important. Un risque. Quand il y a épuisement professionnel, je n'ai plus rien à dire, je ne suis pas médecin. Mais en tant que prof de management, le risque, ça m'intéresse. Je dirais parce que le management, c'est un peu la science du risque et de la prévention. Donc il y a vraiment toute une éducation pour passer, je dirais, de la promotion de l'entrepreneuriat à ce que j'appellerais l'entrepreneuriat durable. On se doit aussi de dire à nos plus jeunes et aux moins jeunes, attention, il peut y avoir de la casse. C'est-à-dire qu'entreprendre, c'est pas toujours simple. Il y a de l'énergie. Alors bien sûr, c'est pour ça que le rebond est si important. Parce que c'est une autre façon de parler quelque part de l'échec et de conserver l'espoir. Quand on est confronté à une difficulté, on a tendance à se replier sur soi et à se dire ça va pas, je ne vais pas bien, je ne fonctionne pas bien, je ne réfléchis pas bien, et donc on s'enferme systématiquement sur son projet. Et dans le cadre de l'entreprise, on arrive exactement à la même attitude. Et à un moment où ça serait justement très important de se réouvrir et d'aller demander de l'aide, en fait, on s'enferme. Ce qui fait que du coup, il y a une avalanche d'événements qui se mettent en œuvre. Et alors, il y a des impacts évidemment non négligeables sur la santé. On parle, j'aime pas cette expression, mais elle est très bateau et elle symbolise beaucoup ce qui se passe. On parle des 3D, le dépôt de bilan, ça commence par le dépôt de bilan, mais on est souvent sur de la dépression et du divorce. En fait, il faut voir aussi que le chef d'entreprise, il a son entreprise, mais c'est un humain comme les autres, il a une vie de famille la plupart du temps, et il y a de gros impacts, et l'isolement se fait souvent sur un ensemble. La première des choses qu'on demande, c'est de l'engagement. C'est-à-dire que cet isolement, ils l'ont vécu tellement fortement que ils vont avoir envie à un moment ou à un autre d'en sortir. Et c'est à ce passage-là qu'on peut arriver, nous, et qu'on peut les aider, parce que tant qu'ils sont dans la politique de l'enfermement, on ne peut rien faire. À partir du moment où ils osent se dire « Ok, je vais essayer de mettre quelque chose en œuvre pour m'en sortir », on peut intervenir à ce moment-là. Donc la première des choses qu'on va demander à l'entrepreneur, ce qui est quelque part une mécanique assez habituelle chez lui, parce qu'un entrepreneur, il fait quoi? Il entreprend, il marche. Donc il va à un moment ou à un autre, il va réavancer, quelle que soit la marche dans laquelle il va se situer, il va essayer de nouveau. Donc on va arriver à ce moment-là, et du coup on va déclencher un effet démultipliant à travers les actions, ce qu'on va mettre en œuvre dans l'accompagnement pour pouvoir l'aider à se remettre et rebondir professionnellement. On a axé notre accompagnement sur ces 3 valeurs. Avant tout la bienveillance, et c'est se reconnecter à d'autres personnes, à des pairs, à des gens qui ont vécu la même chose qu'eux, donc ils savent ce que c'est que de se planter. La solidarité, parce qu'on va mettre
en place des choses avec eux pour pouvoir rebondir. Et puis le professionnalisme, parce que le but de cet accompagnement, c'est de renouer le contact avec une vie professionnelle, qu'elle soit d'ordre entrepreneurial ou salarial. On est à un peu plus de 60% des cas où ils repartent dans l'entrepreneuriat. 2 points qui sont très importants. Alors évidemment, le premier, on en parle et on en reparle, c'est ne pas rester seul. Évidemment, dans la difficulté, être capable d'aller demander de l'aide. Et puis, il y a aussi la notion de... Alors, ça se rejoint, mais pas complètement, qui est de lâcher prise, d'oser parler et d'oser dire que ça va mal. C'est dès la phase d'émergence de son projet qu'on doit avoir une réflexion sur les difficultés auxquelles on risque de s'exposer et identifier aussi les personnes qui seront susceptibles de nous tendre la main et de nous accompagner. Les femmes ont une mécanique de rebond qui est plus rapide. C'est-à-dire qu'elles acceptent plus facilement la remise en cause absolue. Elles sont plus résilientes, finalement, que les hommes, qui vont peut-être plus souvent revenir sur « ouais, mais quand même Et puis, il y a des notions d'ego qui sont très fortes. La santé, c'est vraiment prioritaire, mais j'aurais envie de le lier aux soins portés à l'autre, où finalement on est dans des générations où on travaille de plus en plus et les jeunes sont de plus en plus là-dessus. L'innovation, on est bien là-dessus, on est bien sur comment travailler les uns avec les autres, sur le collectif, le collaboratif. Et en fait, on est beaucoup sur le « je fais attention à toi, à ta manière de t'exprimer, et comment est-ce que je peux t'aider pour finalement que ce projet-là, on puisse l'atteindre tous ensemble et qu'on soit dans une forme de réussite collective, beaucoup plus que de la réussite individuelle. » Des facteurs salutogènes, j'ai peut-être pas trop employé le mot. Antonovsky est un chercheur israélien qui dit quand on parle de santé, on est toujours négatif. Et il va introduire le mot salutogène, c'est-à-dire un facteur qui est bon pour la santé. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les entrepreneurs étaient portés parce que au-delà du stress, de la surcharge, de l'incertitude et de la solitude, ils ont aussi des facteurs qui les portent. Alors, un des facteurs majeurs, c'est la maîtrise de son destin. La compassion, alors la compassion pour soi, mais la compassion pour les autres, c'est un facteur salutogène. L'empathie, c'est un facteur salutogène. La gentillesse, écoutez-moi, la gentillesse, soyez gentil avec votre prochain. Il en ira bien pour lui, mais il en ira bien pour vous. Et il y en a 38 des facteurs. Le facteur salutogène numéro 1, et ça ne va pas vous surprendre, c'est la capacité de s'adapter. Voilà, la capacité d'adaptation, qui est un facteur salutogène, est, je dirais, major dans tous les autres facteurs. Voilà. Et sur les 38 facteurs salutogènes, 38 sont positifs. C'est-à-dire, quand on a interrogé nos chefs d'entreprise, hommes, femmes, artisans, commerçants, quels que soient les métiers, depuis que vous êtes à votre compte, ces facteurs-là, est-ce qu'ils ont augmenté ou est-ce qu'ils ont baissé? Et s'ils ont augmenté ou s'ils ont baissé, de plus 1 à plus 5. Eh bien, pratiquement tous les facteurs salutogènes ont augmenté. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là aussi, une autre démonstration de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, entreprendre, c'est bon pour la santé, parce que finalement, ça développe les facteurs salutogènes. J'ai pas le temps d'être malade, mais j'ai pas le droit. Oui. Vous voyez la nuance? Oui. On est monté d'un cran, là. Oui. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai entendu. Et je vais reprendre une expression qui avait été prise par Éric Fromanti, qui disait, parfois, le patron de PME, il est un peu comme un alpiniste. Quand on est en haut sur la corde, on ne peut pas lâcher. On n'a pas le droit de lâcher. On ne peut pas. Et c'est vrai que ça, c'est assez terrifiant. Et la solution, c'est notamment ces entrepreneurs en solo, c'est la collaboration. C'est de se mettre en réseau. Quelque part, on crée peut-être les conditions de sa propre faillite, là. En termes de management, hein, d'inciter nos indépendants à passer de l'indépendance à l'interdépendance. Il ne s'agit pas de devenir dépendant, mais l'interdépendance.